Bienvenue dans ce podcast dédié aux entrepreneurs et dirigeants de petites entreprises, ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent à leur quotidien et à leurs enjeux. Pourquoi parler des petites entreprises ? Déjà, parce qu'elles représentent 95% des entreprises en France. Ensuite, parce qu'elles font face à des défis spécifiques. Du fait de leur petite taille, elles ont souvent une structure plus fragile et leurs dirigeants sont absorbés par leur quotidien et leur métier et n'ont pas forcément de formation en gestion ou en finance. Ici, nos invités partagent des témoignages, des conseils et des outils concrets pour vous permettre de gagner du temps dans votre apprentissage ou d'éviter certaines erreurs qu'ils ont eux-mêmes commises. Installez-vous, c'est parti. Alexia, merci beaucoup d'être parmi nous et d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast. En introduction, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, pour cette invitation. Alors moi, j'ai une vingtaine d'années, donc je suis de formation ingénieure ENSTA en algorithmie et puis ensuite je suis passée par le master HEC entrepreneur et puis j'ai 20 années de start-up et dans ces 20 années, j'ai eu toujours comme fil rouge de vouloir contribuer à un monde meilleur et donc j'ai une dizaine d'expériences entrepreneuriales, à la fois comme fondatrice, et également comme investisseur dans plein de domaines variés, que ce soit, l'alimentation, l'éducation, la finance, l'IA, et cetera. Tout ça pour te dire que en ces 20 années, j'ai tenté vraiment beaucoup de choses, au début, j'avais comme motto, le fait de dire, «Ceux qui n'y croient pas sont priés de laisser tranquilles ceux qui essayent» et donc j'ai tenté beaucoup de choses, avec, voilà, à la fois, mes diplômes et mes convictions, ma ténacité et j'ai tenté des choses. Parfois j'ai réussi, puis parfois j'ai raté également et je me suis, rendue compte avec du recul que les entrepreneurs, qui veulent agir pour un monde meilleur, notamment les entrepreneurs scientifiques, mais aussi les femmes entrepreneurs, mais globalement tous les entrepreneurs qui veulent avoir de l'impact, ont un certain nombre de points communs qui en font des difficultés dans leur activité et donc c'est ça qui m'a intéressée. Je me suis dit finalement, quels sont les facteurs clés de succès? Comment différencier ce qui est lié, à la conviction, ce qui est lié à la ténacité, à l'acharnement, de ce qui est vraiment lié à la bonne pratique factuelle qui permet, de donner toutes ces chances et c'est pour toutes ces raisons que j'ai réuni, une quarantaine de champions de l'entrepreneuriat et des champions de l'entrepreneuriat engagés, que notamment Fred Mazzella, toute la nouvelle génération, des fonds d'investissement à impact et cetera et puis aussi des personnes pour qui ça s'est mal terminé. Je les ai réunis dans ce bouquin, Entrepreneurs engagés, pour récolter à la fois des histoires humaines d'entrepreneurs, comment ils ont réussi à être à la fois, rentables et alignés et également, leurs bonnes pratiques techniques, pour, savoir comment est-ce qu'ils ont trouvé leur modèle et puis en parallèle, j'ai créé, Impactus qui est une méthode et un outil parce qu'en terminant ce livre, je me suis dit: «Non mais il faut absolument qu'on diffuse au plus grand nombre, ces pratiques et qu'on en fasse un programme, à grande échelle pour aider les entrepreneurs». Ok, très clair, bah, merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu peux détailler un petit peu, donc tu as parlé de ton parcours, du fait que suite à ta formation scientifique, tu avais bah, voilà, entrepris plusieurs choses. Mmh. Est-ce que tu veux détailler ou mettre en exergue une ou deux de ces expériences qui ont précédé du coup la publication de ce livre et puis la création d'Impactus? Oui, bah, par exemple, dans mes investissements, une autre expérience dont donc là, je suis fière en tant qu'investisseur, Ouais, puisque j'ai fait partie des premiers investisseurs de 2 belles histoires. La première re avec, la société Feed, montée par Anthony Bourmont. Je ne sais pas si tu connais l'émission «Qui veut être mon associé?» ouais, Voilà, donc Feeds qui sont des barres, de céréales, des barres des objets alimentaires, on va dire, qui permettent de te nourrir sainement, pour pas cher du tout. Et une deuxième histoire plus, vraiment deep tech avec Dracula Technologies. Je fais partie de ses premiers business angels, qui vient d'ouvrir une usine, gigantesque, à côté de Valence et qui révolutionne en fait la une nouvelle façon d'alimenter des batteries, indoor, notamment, tu vois, un bloc de secours par exemple, ok. grâce au photovoltaïque, en captant la lumière, y compris la lumière ambiante intérieure. Voilà et au bout de 6 ou 8 ans, ils ont levé 30 millions d'euros et là, ça y est, ils déploient à l'international, donc c'est chouette. Très clair. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur, du coup, ton entreprise actuelle? Mmh. Voilà et notamment, bah, la proposition de valeur, le type de client, la taille, Mmh. enfin, voilà, tout ce qui permet un peu de comprendre ton projet.
Ben, alors en faisant, tu vois, le bilan de ces 20 années, de toutes ces expériences entrepreneuriales et en terminant ce bouquin «Entrepreneur engagé» qui est truffé de témoignages à la fois humains et techniques sur, ces facteurs clés de succès, des aventures qui se passent bien, qui se passent moins bien, des choix, des décisions, des pivots. Je me suis dit que j'avais envie de le proposer au plus grand nombre et donc j'ai bâti à la fois une méthode et un outil pour, donner vraiment, toutes ces chances au plus grand nombre d'entrepreneurs et notamment à tous ceux qui sont un peu éloignés de l'écosystème parisien, Station F, et cetera, et voire même les TPE, les PME. Et donc, l'outil, est une IA, qu'on a entraînée sur, bah, les bonnes pratiques, design thinking, les bonnes pratiques de gestion, les bonnes pratiques du bouquin, qui te permet, d'analyser ton objectif du moment. Alors l'objectif peut être, là j'ai une PME, ils font déjà 3 millions d'euros de chiffre. Elle me dit: «Je veux doubler de taille», mais avant, elle fait 3 millions de chiffres à 30 kilomètres autour de dans sa zone de chalandise. OK, Elle dit: «Avant de choisir une autre zone et de déployer mon plan d'action, je veux structurer mon organisation. Je veux être sûre que, on limite les facteurs de risque liés à la croissance de l'activité». Et donc elle a rejoint le programme dans cet objectif. À l'inverse ou un projet totalement différent, j'ai des entrepreneurs extrêmement early stage qui arrivent en disant: «Bah, voilà, je suis deep tech, je suis chercheur dans un labo, je suis en train de construire une machine, mais j'en suis au prototypage et j'ai besoin de lever 3 millions alors que j'ai juste, voilà, gagné des prix, des concours et cetera et j'ai des pilotes». Ou j'ai des entrepreneurs, qui sont incubés quelque part et qui ont, besoin maintenant de générer vraiment du chiffre d'affaires de façon plus récurrente pour aller, ben, commencer à se payer, par exemple, voilà. Donc là, la proposition, c'est d'explorer cet objectif, à la fois par du digital et aussi par, de l'humain, parce que, rien ne vaut un entretien d'une heure avec, ce que j'appelle des Sherpas. Donc je suis Sherpa Impactess, mais il y a d'autres Sherpas, c'est-à-dire un entrepreneur chevronné qui va explorer un peu à 360 degrés quel est ton objectif, ta problématique, ton besoin personnel, mais aussi ton marché, tes fournisseurs, tes investisseurs. Donc, première phase, décrire la problématique grâce au digital. Et ensuite, l'IA te suggère chaque semaine une action prioritaire à faire pour rester vraiment focus sur ton cap et petit à petit, au fil des semaines, atteindre cet objectif. Et te demander du feedback, qu'est-ce que tu as appris? Voilà, donc tout ça, ça se passe par une IA. Et on donne accès à cette IA à partir de 10 € par mois, tu vois? Donc c'est vraiment, l'objectif est de toucher le plus grand nombre. Et puis également une méthodologie, heu, qui est issue aussi de mes entretiens avec les entrepreneurs et même les dirigeants d'entreprise, où tu te rends compte qu'il y a un grand sentiment de solitude. Même s'ils sont dans des incubateurs, des coworking, des zones d'activité, des réseaux et cetera, il y a une solitude dans la prise de décision, dans la difficulté à passer à l'action, dans la difficulté quand tu te prends, des refus au téléphone, enfin tout en fait, dans l'opérationnel au quotidien. Et là, c'est pour ça que j'ai créé, une méthode avec des groupes de 4 où ils se retrouvent chaque semaine pour, 2 fois 30 minutes, très agiles, d'entraide, tu vois, bah, finalement au fait, bah, tu es où? Tu ouais, vois? Donc, d'auto-coaching entre pairs et je crois beaucoup à ces méthodes de partage et là aussi, là on déploie à 50 € par mois. C'est vraiment on veut le rendre le plus accessible possible. Puisque j'ai aussi monté OK. une IA pour les managers, donc j'ai bientôt, enfin, je sais plus 8 années d'expérience dans le domaine. Hem, L'objectif étant d'aider le dirigeant, il faut quelque part réduire toutes les barrières, qu'elles soient technologiques, de temps passé, et aller directement à l'essentiel et en tant qu'entrepreneur, je suis moi-même extrêmement focus sur, comment, délivrer le maximum de valeur en demandant le minimum d'énergie et d'effort. Et donc, tout se passe, par une discussion mail que tu as avec, l'IA, d'Impactus qui, chaque semaine te propose dans ta boîte mail, ton action personnelle à faire pour toi, et te demande, en fin de semaine, un feedback via un petit formulaire, voilà. OK, très clair. Et on peut rentrer un peu dans le détail sur l'IA, pas, techniquement ou sans révéler de secret, hein, de fabrication, mais sur quoi elle s'est basée pour apprendre, cette IA justement? Est-ce que c'est, des témoignages d'entrepreneurs? Est-ce que c'est, justement le feedback, qui est apporté par les entrepreneurs au fil de l'eau? Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres sources que celles-là? Alors il y a,
Il y a différentes sources. La première source, c'est effectivement, d'aller chercher dans ce qui existe déjà, heu, dans la connaissance des IA de marché, de toutes les techniques entrepreneuriales, parce qu'il y a beaucoup de choses en open source qui sont accessibles. Donc les IA du marché sont déjà, assez, robustes sur le sujet. Ensuite, on rajoute tout le contenu d'un certain nombre de publications que j'ai pu faire et le contenu du bouquin notamment. Et ensuite, il y a, toute la force de la valeur ajoutée, qu'apportent nos Sherpas, qui sont donc des entrepreneurs, chevronnés puisque, le Sherpa qui va rencontrer le dirigeant va également, poster dans notre IA son compte rendu de l'analyse, cet entrepreneur, sa stratégie et cetera. Et donc au fur et à mesure qu'on va rajouter de la valeur comme ça, au fur et à mesure des rendez-vous, on va enrichir notre propre base de connaissances. Et l'idée à terme, c'est en fait de créer une sorte de second numérique, des entrepreneurs Sherpa pour pouvoir, accéder, a posteriori à toute cette base de connaissances, que ce soit pas perdu. Parce qu'aujourd'hui, la connaissance des dirigeants, elle est souvent donnée lors d'entretiens, mais ensuite elle est perdue. Et donc là, la particularité, c'est que nous, on va exploiter cette valeur et l'enrichir et la conserver et l'enrichir au fur et à mesure des années. Super intéressant. OK, très clair. Ça me fait un peu penser, mais c'est une analogie, qui a sûrement des limites, mais à ce que j'imagine un peu, peut apporter l'IA pour des médecins généralistes au final, où ils ont accès à une base de connaissances et puis à des réflexes de médecins à travers le monde pour, améliorer leur capacité de diagnostic. Donc avoir accès en fait à une connaissance qui a été formalisée et qui a été, regroupée dans un outil. Oui, oui, oui. Et hier, je discutais avec des entrepreneurs, qui ont une société, de coaching où effectivement ils font la même chose. Ils sont en train de voir comment, l'IA peut, rendre plus intelligents, plus, efficaces, les coachs ou la semaine d'avant, un dirigeant d'entreprise dans la conformité qui utilise, donc c'est ça, c'est comment utiliser le meilleur de l'humain et le meilleur de la technologie pour, être plus efficace avec nos clients, hein. C'est vraiment ça l'objectif. Très clair, merci beaucoup. On va passer à une deuxième partie en fait de ce podcast. Là, l'idée c'est, de nous partager un peu ton expérience et notamment sur des aspects, qui ont un lien avec l'économie ou la finance. Alors c'est pas de la haute voltige, hein, en termes de finance. L'idée c'est plutôt, de parler de thèmes ou, de problématiques qui se posent à, tous les dirigeants. Donc des choses très concrètes, souvent très simples, même si elles peuvent générer des difficultés. Hem Alors, tu vas voir, hein, on a tendance à poser des questions, qui sont un peu une vue du verre à moitié vide, et notamment on parle de difficultés et cetera. Mmh. Ma première question, c'est pour toi, dans la gestion, de ton activité aujourd'hui, mais et c'est vrai pour toutes les questions que je te poserai, hein, comme tu accompagnes beaucoup de dirigeants, n'hésite pas à répondre en extrapolant aussi, par rapport à ce que tu as pu voir chez, les gens que tu accompagnes. Qu'est-ce qui te pose, des difficultés dans la gestion, quotidienne de ton entreprise? Et notamment, hein, sur le plan économique. Alors, moi, je suis vraiment spécialisée dans, la phase de 0 à 1, à titre personnel. Et donc dans la phase, de 0 à 1, c'est-à-dire que tu as une idée, tu as envie, de passer à l'action pour en faire une réalité, avoir des premiers clients, des premiers usages. La clé dans cette phase-là, c'est que tu es à la fois dans l'exploration, donc tu dois, avoir énormément de rendez-vous, de sérendipité, de créer des conditions, de la créativité, donc quelque chose de très exploratoire. Et en même temps, tu as un objectif, à moyen terme ou long terme, ça dépend des entrepreneurs, qui peut être de dire: «Bah, il y a un moment, il va falloir que je me paye». Voilà. Hem, donc ça, c'est moi, à titre personnel, c'est vraiment mon approche. Et donc ce qui est super important, c'est que sur les 2 plans, avoir en tête que tu es dans une phase de créativité, donc très ouverte avec, et donc là, quel est ton KPI finalement? Parce que tu peux passer des heures, hein, un peu comme moi, on fait pas de la recherche fondamentale non plus, et donc quel est ton KPI? Et donc là, moi, ma clé, c'est de me dire que mon KPI, c'est le nombre de rendez-vous, d'exploration que je fais. Et j'applique forcément la méthode que je promeus au travers d'Impactos. Fin de semaine, qu'est-ce que j'ai appris de ces rendez-vous? Un rendez-vous qui n'a pas apporté de valeur, à mon sens, je donne pas suite. Par contre, un rendez-vous où je sens qu'il y a eu une objection à forte valeur ajoutée ou un partage d'expérience, je vais le décortiquer pour essayer de donner le maximum de valeur et nourrir, ma phase de créativité. Donc une approche, très analytique
finalement assez factuel de où j'en suis, où j'avance, qui est de suivre le nombre de rendez-vous et le ROI de ces rendez-vous. Puisque forcément, à un moment où tu dois te payer, ou, enfin, je veux dire, on n'est pas mécène, on n'est pas association, on n'est pas engagé politiquement, on est entrepreneur. Donc, entrepreneur, ça veut dire que tu as un KPI de compte d'exploitation, quoi. Ouais, Voilà. ok. Donc ça, c'est mon approche je constate que les entrepreneurs que j'accompagne qui sont dans cette phase de 0 à 1, souvent, et on pourra en reparler si c'est un sujet qui t'intéresse, ont une tendance à une forme de procrastination par rapport à ce deuxième objectif et restent plus ou sur le premier objectif qui peut être lié à une conviction qu'ils ont ou c'est sympa parce que tu n'as pas de contraintes en fait. Et ce deuxième KPI qui est de dire quand est-ce que je me paye, combien je fais de chiffres, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal à attaquer ce KPI parce qu'il nécessite d'aller vendre. Et quand tu innoves, aller vendre, parfois, c'est pas du tout les mêmes compétences. Alors, petite question là-dessus. Donc, effectivement, la difficulté que tu évoques, pour moi, elle vient aussi du fait qu'on a deux moments qui sont presque antinomiques. C'est-à-dire l'ouverture que tu dois avoir quand tu te lances et qui vient effectivement avec de la procrastination, mais qui peut être presque positive au final, le fait de prendre du temps pour réfléchir, d'être ouvert sans avoir une logique de rentabilité immédiate. Et puis, sur un deuxième aspect, le fait qu'il faut aussi, comme tu le dis très bien, déjà avoir défini ses objectifs, et ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. En tout cas, personnellement, ce n'était pas forcément le cas au départ. Et du coup, aligner quand même, sur à minima le moyen terme, le fait de, se positionner, de se diriger vers ses objectifs. Heu, voilà, moi ce que je perçois, c'est que c'est difficile parce que c'est de façon antinomique et ce que je comprends de ta méthode et ce que tu proposes, c'est que même cette phase au final d'idéation, de création au départ, on peut la rendre plus efficace en essayant déjà de, faire une quantification minimum, et une analyse minimum en fait des échanges qu'on a pendant cette phase. Alors Ouais. oui, d'ailleurs, en synthèse, hein, les 3 facteurs clés de succès que moi je retiens de toute cette expérience et qui est valable pour tout dirigeant, je pense, mais notamment pour les entrepreneurs, c'est un côté, bien sûr tenace, mais extrêmement méthodique, voire froid, dans l'avancement réel de son projet, qui lui peut être, contradictoire avec le côté passionné qu'on imagine de l'entrepreneur. Et là aussi, on pourrait en parler des heures, tu vois? Mais où mettre la limite entre, passion, acharnement et juste méthode, ténacité. Donc, 1er facteur clé de succès, c'est le mettre de la méthode. C'est pour ça que moi je m'intéresse aux facteurs clés de succès. Le deuxième, c'est, d'écouter les clients et de se poser et de co-construire avec eux. Et le troisième facteur clé de succès et que je creuse beaucoup, qui est, le fait d'être tout le temps connecté à ton réseau et d'être tout le temps, en fait, en quête de feedback. Comment tu as fait? Et toi qui fais la même chose que moi, comment tu t'es trompé? Quelle erreur tu as fait que je pourrais ne pas refaire? Donc finalement, cette phase dont on parle d'idéation, c'est au début, bien sûr, mais surtout, ça va accompagner le dirigeant tout au long de sa vie. Donc il faut y consacrer un temps pour ne jamais, penser être le super-héros solitaire qui va réussir tout seul et s'ouvrir à ceux qui ont tenté avant toi, qui ont réussi, qui ont échoué et comment est-ce qu'ils ont fait? Donc, pour moi, c'est essentiel d'être à l'aise dans ces techniques, oui, de mettre de la méthode, mais de continuer à le faire toute sa vie. Donc forcément, dans un temps, qui doit être, circonscrit parce qu'on ne peut pas non plus ne faire que ça. Mais, j'ai interviewé un investisseur qui disait en résumé, «Qui sort s'en sort» et qui disait: «Tous les jours, je veux avoir au moins un échange avec quelqu'un qui me challenge, qui me donne du feedback et qui me fait part de ses pratiques». Donc ça peut être ça l'objectif, un call, on est beaucoup tous prospectés, tu vois? Mmh. Un call par jour avec quelqu'un qui te donne du feedback et t'ouvre sur des facteurs de risque, des facteurs clés de succès. Et ce qui n'empêche que, on doit avoir, en plus de tout ça, une roadmap extrêmement précise d'étapes, de KPI, très objectifs sur l'avancement de son projet. Très clair et c'est vrai que c'est, de mon point de vue aussi, une autre difficulté, c'est de continuer après cette phase d'idéation, quand on s'est mis en mouvement, pour l'atteinte de son objectif, de continuer à garder cette ouverture. Voilà, je confirme, c'est important de le faire et c'est pas forcément naturel, quoi, quand on a le nez dans le guidon. Alors sur ces difficultés, donc là, tu as parlé de ces difficultés, un peu aussi de manière générale parce que c'est vrai qu'elles se posent pour toutes les personnes qui veulent passer de 0 à 1, comme tu le disais très bien. Est-ce que ce sont des principes que tu utilises également toi-même? C'est-à-dire, est-ce que tu es toi-même
utilisatrice de ta méthode? Alors en fait, j'ai formalisé ce que moi je fais moi-même, c'est-à-dire que ce principe de se dire, chaque semaine j'ai un objectif SMART, hein, j'ai un objectif, voilà, mesurable, atteignable, et cetera, et en fin de semaine, je regarde, si je l'ai appliqué, donc ce qui est la partie très froide du programme. Moi, je me l'applique, c'est-à-dire qu'à tout instant sur mon ordinateur, j'ai un post-it avec mon nombre de rendez-vous, à valeur ajoutée parce que comme, je me l'applique à moi-même parce que je suis passionnée et je suis sollicitée et j'ai plein d'idées à la minute et donc il faut pas perdre ce KPI. Donc oui, ce côté très froid, je me l'applique à moi-même et le côté très, entre guillemets, «chaud» à l'inverse du froid, qui est de dire: «Je partage entre pairs, j'ai de l'humain qui m'aide à me challenger», oui, c'est moi, c'est comme ça que je fonctionne, et ce post-it sur l'ordinateur, ça a été, dès ma première boîte. J'avais dessiné pour je raconte quelquefois cette anecdote, j'avais dessiné un petit bonhomme qui se prend un mur, tu vois? Donc personne ne pouvait deviner quelle était la symbolique, même on pouvait même pas comprendre tellement quel était ce dessin, mais c'était mon nudge, tu vois? Mon nudge sur l'ordinateur, c'était mon KPI, émotionnel, pour pas perdre de route ce cap qui était de dire: «Bah, passe tes coups de fil, prospecte et c'est ça la priorité». Très bien, merci beaucoup. Donc on a évoqué ce qui était difficile, et c'est vrai, bah, pour, les gens ou les entrepreneurs ou les entreprises que tu accompagnes et également pour toi. Hem, Est-ce que tu peux nous parler un peu des particularités, pour le coup, de ton secteur d'activité? Bah, celui du type de conseil, et d'accompagnement que tu proposes. Est-ce que tu peux nous expliquer, en gros, comment fonctionne le modèle économique? Donc tu nous as un petit peu parlé de prix tout à l'heure, mais voilà, bien comprendre, vraiment les particularités Mmh. de ton offre et de ton secteur. Alors moi, je me suis positionnée sur ce secteur de, on va appeler ça l'accompagnement d'entrepreneurs, parce que justement, jusque-là, le modèle que je voyais, je l'ai trouvé non efficient ou pas assez efficient. Le modèle aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, que tu as envie d'être aidé, ou bien tu fais appel à des experts, et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'experts qui, en fait, Hem, rêveraient d'être entrepreneurs, mais l'ont pas forcément fait. Donc tu as des experts en juridique, tu as des experts en financement, tu as des experts, donc il y a beaucoup d'experts, des gens très bien, il y a des avocats, et cetera. J'ai constaté qu'il y a aussi, finalement, pas mal d'entrepreneurs qui ont monté des boîtes et veulent maintenant transmettre. Et parfois, ils vont, bien sûr être, advisors, mais ils vont, certains ont plutôt, monté, des fonds en investissement ou dans un objectif d'investissement. Et donc à ce moment-là, ils font du conseil contre equity, et on n'a pas tous envie de partager son equity. Hem, C'est vrai, même c'est si non, même si ça peut être non, à ça forte peut valeur arriver, ajoutée, tout à enfin, fait, ouais. moi-même là, j'y pense en ce Mmh, moment, donc ça peut être mmh. à forte valeur ajoutée. Et je me suis dit: «Mais avec, l'IA, moi je voudrais», parce que tous ces systèmes dont je te parle là sont en fait assez chers. Ouais. Et Basé sur le temps, humain passé et avec oui, une logique quand même de rentabilité qui impose, bah, un prix conséquent, ouais. c'est ça. Et donc, 1 point, c'est assez cher et c'est normal, c'est ça a de la valeur en face, hein, c'est pas une Bien sûr. critique, hein. Et moi-même, j'ai un taux horaire qui est élevé, quand j'interviens, et parce que j'apporte de la valeur et on me le dit. Et en même temps, tu as aussi une deuxième contrainte, c'est que beaucoup de ces, parcours, si tu prends, il y a des très belles choses qui sont faites, en présentiel, beaucoup, hein. Qui dit incubateur, souvent dit programme, plutôt en présentiel, ou les chambres de commerce, et c'est très bien aussi. Et je me suis dit: «Mais l'entrepreneur qui, ou bien est isolé de ses parcours parce qu'il est, là je te dis, je parlais d'une PME, j'ai une jeune femme, elle est, dans un petit village, dans le nord de la France, et elle fait 3 millions d'euros de chiffre, hein, mais elle est éloignée de cet écosystème, à la fois en termes de code et aussi en termes de kilomètres. Je me suis dit: «Comment aider ces personnes-là?» Hem Et je me suis dit: «Avec l'IA, forcément, il y a matière à faire quelque chose, et quitte à mettre de l'IA, il faut vraiment disrupter complètement le modèle», tu vois? Donc c'était ça mon approche, c'est de dire: «Comment disrupter en apportant autant de valeur possible, le secteur de l'accompagnement aux entrepreneurs». Et c'est pour ça qu'on a réfléchi à mettre de l'outil, à mettre des collectifs
pour être tout aussi efficace, mais avoir le maximum de valeur de l'humain et le maximum de valeur de l'IA, du digital. Moi, j'ai animé des communautés de managers, tu vois, j'ai plus de 7000 managers, on fait partie d'outils ou d'événements que j'ai animés de façon hyper agile, en peu de temps, à grande échelle, etc. Donc, j'ai ce prisme-là, je me suis dit, ben, on va utiliser ces techniques Mmh. au service des entrepreneurs pour proposer quelque chose de très innovant et hyper efficace. Et aussi, l'attente, si tu veux, de répondre au sentiment de solitude, à cette problématique de priorisation. Vraiment, c'était ça l'objectif, donc d'innover dans ce métier-là. OK et donc ce modèle économique et pardon, hein, parce que je vais, volontairement simplifier, mais et je te rejoins, hein, sur le fait que l'accompagnement, des entrepreneurs, c'est fait par des gens qui ont une expérience, qui ont un savoir-faire, qui ont aussi un coût, un train de vie, enfin voilà, qui doit être couvert et c'est difficile de trouver un modèle, qui abordable en fait, et c'est même un peu, encore une fois, antinomique entre la valeur des conseils que tu as besoin quand tu te lances et puis les moyens que tu as aussi pour te les offrir. Malheureusement, il y a un peu un gap en fait qui est difficile à combler et donc ce que je comprends, c'est que, dans votre modèle économique, la façon de le combler, c'est de vous appuyer sur des produits. Donc un produit, c'est, plus réplicable, diffusable et puis, potentiellement moins cher, tu as évoqué les prix tout à l'heure, hein, qu'une intervention, humaine, en one to one qui est, en plus plus contraignante. Et puis j'ai aussi l'impression qu'il y a une logique de mutualisation, c'est-à-dire au lieu de s'adresser, en face à face, une personne face à une personne, il y a cette logique en fait de réunir des entrepreneurs, Mmh. à la fois en accompagnement, donc les fameux Sherpas, et puis à la fois aussi en bénéficiaires, donc ceux qui ont besoin d'accompagnement. C'est ça en gros, hein, les Oui, alors leviers, oui, oui, alors le volet collectif, effectivement, j'en ai pas parlé parce que, l'idée, c'est, là, j'ai lancé, un format qui s'appelle Ask Me Anything et je réunis toute ma communauté d'entrepreneurs, une demi heure, le vendredi à 13h30. Et là, sous la forme de tour de rôle pour respecter, l'équité, voilà, effectivement, tout participant, dirigeant peut me poser, n'importe quelle question à moi ainsi que, d'autres Sherpas qui petit à petit vont être présents à tour de rôle, pour, répondre à des questions très opérationnelles. Donc forcément, quand tu es participant, tu as pas garanti que, tous les vendredis, tu vas pouvoir poser ta question. Puis tu en as qui aussi qui n'ont pas forcément de questions à un certain moment, mais tu peux aussi entendre, les réponses qui sont faites à d'autres et donc finalement ça t'alimente toi aussi. Donc ça, tu vois, c'est un exemple de la puissance du collectif pour bénéficier de l'expertise, pointue, de personnes qui ont du vécu. Et puis tu as aussi la puissance de ces groupes de 4 où là, bah, finalement, comme les 4 entrepreneurs sont participants, ils se co-coachent de façon bénévole et c'est aussi une façon d'avoir la puissance du collectif, à moindre coût. OK, très clair. Hem, alors, est-ce que tu suis d'autres indicateurs pour gérer, ton activité? Alors là, par exemple, sur le plan financier ou économique, qu'est-ce que tu suis? Voilà, on a souvent la réponse: «Bah, moi, je suis, mon compte en banque, je regarde juste s'il me reste de la trésor ou pas». Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu suis, vraiment plutôt sur le volet financier, en fait, Mmh pour mh. piloter ton activité? Au niveau financier, enfin, la finance, c'est aussi lié à des objectifs opérationnels. Donc moi, là, mon indicateur, c'est le nombre de participants, tu vois? Le nombre de participants à mon programme. Il se trouve que pour plein de raisons, je hem, mon objectif est pas forcément, le niveau de salaire que je vais me payer à la fin du mois, bien que je le suis aussi, bien sûr. Mais je suis plutôt dans une quête d'impact à grande échelle. Donc moi, mon indicateur, c'est vraiment, en plus, je suis toujours sur des projets extrêmement innovants. Donc je vais pas suivre, tu vois, c'est pas, mon résultat net, à 6 mois qui m'intéresse, mais c'est effectivement est-ce que je suis dans une tendance de, développement à grande échelle? Et donc pour ça, j'ai un certain nombre d'OKR et d'objectifs SMART et de KPI que je suis et notamment le nombre de participants, mais aussi, ce fameux, nombre de rendez-vous ou de prospects, B2B qui me permettent d'aller chercher cette grande échelle. OK. Hem, peut-être un point qu'on n'a pas abordé et voilà, si tu es pas à l'aise pour en parler, pas de problème, on peut passer à la question suivante, mais hem en termes de taille, parce qu'en fait, ça dépend beaucoup de la taille finalement, Mmh, les indicateurs financiers, mmh, ou économiques qu'on a besoin de suivre. mmh.
Et je suis complètement d'accord hein, avec le fait que ça doit accompagner l'opérationnel. C'est un moyen, hein, c'est pas une fin de piloter ses comptes ou sa Mmh. performance économique. Mais c'est vrai que c'est souvent, ça dépend de la taille. Ici, on a reçu pas mal de gens qui ont été freelance et qui me disent: «Bah non, moi quand j'étais freelance, c'est simple. Mmh. Je regarde, mon compte en banque, je vois à peu près les missions que j'ai en cours, je sais à peu près ce que je vais pouvoir être payé Mmh. plus tard et voilà». Et puis dès qu'on commence à être, 4-5, il y a une logique un peu plus avec plus d'inertie, d'investissement, et là, on commence à voir un peu les limites de juste le pilotage, via le compte bancaire, et on met en place, bah, des outils qui permettent de suivre, je sais pas, par exemple, les projets en cours et non facturés, donc une sorte de timesheet, enfin voilà, des choses comme ça. Est-ce que, dans ton cas, est-ce que tu as plutôt une structure légère où finalement tu peux avoir un pilotage très simple de ton activité, qui peut se limiter, finalement à la trésorerie, hein, à regarder le compte en banque? Ou est-ce que, au contraire, tu dois plutôt générer, j'imagine plein d'intervenants, des Sherpas, des choses, des coûts, au final ça se traduit par un Mmh. coût, il y a une valeur, hein, mais c'est aussi un coût, finalement à la fin du mois. Et à ce moment-là, est-ce que ça te pousse à mettre en place des choses plus poussées que juste le compte, bancaire? Oui, 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 tout à fait, et notamment parce que j'ai 2 boîtes en parallèle, en fait. J'ai aussi la WeBox qui est donc l'IA des managers, tu vois, sur cette société, on a fait, un choix, différent d'Impactus. Impactus, c'est beaucoup de jus de cerveau humain et de temps passé. La WeBox, au début, on a investi, bah, je peux le dire, on a investi plus de 200 000 € dans de la technologie, on devait faire une levée de fonds pour ensuite aller, heu, enrichir cette technologie et donc on a eu, quand même donc un produit très innovant, où on était, à un moment, tu vois, on est parfois, les effectifs varient, mais on peut être une dizaine de personnes, donc des frais relativement importants avec en plus, un système où non seulement enfin, contrairement à un freelance qui vraiment fait ça pour se payer, moi, je monte des boîtes je prends des risques forts, mais en voyant un ROI personnel à plus long terme. Et donc il y a un moment où tout ça se mélange, c'est finalement tu as ta trésor, tu as un moment si tu te payes pas, parce que tu innoves et que tu fais des levées de fonds, il y a un moment ça peut pas tenir, et puis en plus la techno, peut être rapidement disruptée. Donc du coup, on a fait un pivot, tu vois, en mélangeant, le souhait ou pas souhait de faire une levée de fonds, souhait ou pas souhait de et j'avais des investisseurs, on était en train de faire une levée de fonds, pour, tu vois, aller chercher 1 million d'euros entre du l'equity, du non dilutif. Et donc tu dis: «Bah, quel est l'impact, pour ma trésor? Ce serait super cool de faire cette levée, mais ça a un impact, qui est de faire rentrer des investisseurs, donc d'aller promettre une hyper croissance. Est-ce que le binôme d'associés a envie de ça? Et au fait et moi dans tout ça, qu'est-ce que je retire comme valeur, en monnaie sonnante et trébuchante?» Donc oui, dans ce cas-là, on a fait mais c'est plus stratégique que financier. On a mélangé tout ça et finalement on a décidé de pas faire la levée, de pivoter sur une techno, moins chère et donc d'assainir, du coup le modèle et donc là, les indicateurs qu'on suit en ce moment, c'est comment sortir, c'est très opérationnel, comment sortir quand même le maximum d'argent à moindre frais pour se retrouver dans cette histoire, et donc est-ce que je raisonne par, diminution de capital, tu vois? OK. Dividendes, salaire, enfin donc oui, oui, il y a des moments dans la vie d'une boîte où, ça suffit pas de suivre juste le compte en banque, mais pour moi, c'est pas tant des histoires d'indicateurs, en tout cas dans ce que j'ai vécu, mais plus des histoires de stratégie, d'aller chercher tel type de croissance. Est-ce que je veux de la croissance raisonnée et je veux plutôt être agence? Ou est-ce que je veux chercher des investisseurs, être en hyper croissance? Et donc c'est quoi l'étape d'après? Est-ce que je risque de me cramer? Est-ce que ça en vaut le coup, tu vois? Moi, c'est plutôt ça que j'ai vécu que, d'aller chercher vraiment de l'expertise DAF, au premier sens du terme et d'ailleurs, je rejoins c'est Éric Larchevêque qui me disait, «Quand tu es entrepreneur, ça sert à rien de savoir lire un bilan comptable». Mais moi, c'est un peu mon expérience, je suis très mauvaise pour lire un bilan comptable. Ouais, bon après, en plus, sur un bilan comptable, souvent tu regardes le passé. Mmh, C'est vrai qu'il vaut mieux, à la limite, savoir lire sa trésor et mmh, c'est ça. son compte bancaire que son bilan Oui comptable. et Je te rejoins. comprendre quels sont les indicateurs très opérationnels qui se cachent derrière la réalité de ta trésor, en fait. Ça, c'est Exactement. concrètement. Ouais, c'est ça, c'est d'avoir de manière dynamique, de comprendre, effectivement quels sont les leviers, comment elle va évoluer aussi. Puisque voilà, c'est pareil, c'est une photo à un instant T, mais c'est dynamique donc.
OK, très clair. Et je pense que c'est pour ça que moi je suis très à l'aise sur le early stage plus que sur, tu vois, parce que je rencontre aussi des entrepreneurs qui reprennent des boîtes d'une certaine taille et ce qui est intéressant quand tu reprends une boîte, c'est que finalement tout de suite tu arrives avec une équipe, 50 personnes, des clients, une marque et cetera et finalement, par rapport à mon parcours en tout cas, je trouve que tu es plus loin des mains dans le cambouis et de la compréhension de tes leviers, de la réalité, ce qui fait ton chiffre. Alors que, dans ce côté bac à sable, tu vois, jusqu'à, 1 000 000 €, tu es quand même dans le bac à sable et tu es beaucoup plus proche des leviers, de ce qui font ton chiffre d'affaires et tes dépenses. Hem, c'est une question, mais en fait, je me rends compte que ta méthode, à mon avis, permet d'adresser ce point. Moi, il y a quelque chose que j'avais remarqué chez notamment les entrepreneurs qui sont, des techniciens, donc souvent ils ont une techno. Il y a un investissement qui est assez long pour, faire maturer les technos, en faire un produit et puis après trouver des clients, hein. C'est pas les mêmes étapes. Et il y en a beaucoup qui, quand ils se retrouvent un peu à court de trésorerie, font du conseil. Le conseil est rentable à très court terme et du coup, ils arrêtent de développer leur techno et en fait, c'est un peu un comment dire? C'est un peu un paradoxe, quoi. C'est-à-dire que, finalement, pour être rentable, ils sont obligés d'arrêter de développer ce qui est leur projet initial. Est-ce que c'est un comportement que tu vois? Et je suis en train de me dire que, ta méthode permet sûrement de l'identifier très tôt. Enfin, voilà, comment est-ce que c'est traité par, la méthode, que Alors tu proposes? ben, j'ai 2 éléments de réponse par rapport à ça. La première chose, c'est que justement, je te parlais de Dracula Technologies tout à l'heure, qui est donc a été monté par un expert du photovoltaïque, je ne vais pas dire de bêtises, en 2016, qui aujourd'hui, a ouvert une usine gigantesque pour livrer, le monde entier, de ces, patchs un peu photovoltaïques. Mais l'histoire en vrai, c'est que pour financer le début du début du début, il a vendu ses jours-hommes d'expert en photovoltaïque. Parce que c'est comme ça qu'il a fait rentrer du cash pour, mener des travaux de recherche et nouer la phase de 0 à 1, des premiers partenariats. Ça s'est pas fait d'un coup, d'un seul. Donc et pendant des années, tu vois? Je te dis 2016 et là, en 8 ans, il a levé, 30 000 000 et ça y est, il ouvre son usine. On peut se dire, ça a l'air facile, mais en fait, au début, il a vendu ses jours-hommes Son d'expert. expertise, ouais. C'est comme ça qu'il a fait rentrer de Mmh. l'argent. Donc tu vois? Premier exemple où tu dis: «Bah, finalement, c'est normal», parce que sinon, bah, toute boîte a besoin et quand tu es deep tech scientifique, tu as besoin de faire rentrer du cash et parfois c'est difficile juste sur un projet de Une recherche ou une idée, idée ou même, ou une théorisation du ROI de ce que tu vas prouver, d'aller chercher de l'argent. Donc il a dû le faire et ça a marché. Premier élément de réponse et deuxième élément de réponse, c'est que ce que je trouve intéressant dans cette démarche, c'est qu'il a eu la présence d'esprit et le sens commercial de dire: «Objectivement, si je veux aller chercher des sous, c'est comme ça qu'il faut faire». Ce qui n'empêche qu'il continue à faire ses recherches et cetera. Tu vois? Il a eu la double Ouais, il est il arrivé à maintenir en fait, c'est enfin à ça, faire ça et en parallèle à ne pas laisser tomber ses c'est recherches. ça. Parce que le travers que je vois dans l'entrepreneur, scientifique et j'en suis et c'est pour ça que je suis Deep Tech Advisor, c'est et j'en ai là dans le programme, c'est que, la tendance est de se on est brillant dans la techno, on aime ça et c'est un côté aussi rassurant. Tu reçois ta reconnaissance parce que tu réussis à programmer, tu réussis à faire des choses complexes et cetera. Mais c'est pas ça qui fait une entreprise. Donc ou bien tu as un associé qui va aller chercher, des fonds, mais des fonds sur une idée, c'est pas évident, et tous les jours, j'ai l'exemple du moment où ils comprennent, mais moi je trouve que c'est bien, qu'il faut aller vendre quelque chose et alors qu'est-ce que tu vas aller vendre? Ou bien quand tu es scientifique, tu arrives à faire un MVP d'une fonctionnalité géniale, qui marche, même si elle est toute petite et que tu vas la vendre pas très cher, mais il y a un moment, il faut quand même arriver à vendre cette expertise. Donc moi, je trouve ça bien, que le scientifique ou le profil technique ait rapidement conscience qu'il va falloir aller chercher des clients. Parce que passer des coups de fil et pitcher alors que ton produit n'est pas fini, c'est le premier challenge des profils techniques qui ont envie de dire: «Regardez, c'est génial, ça fait papa, maman, les gaufres et tout». Mmh. Mais en fait, non, si tu attends d'en être là, tu le feras jamais. Donc tu as pas le choix que de sortir une première fonctionnalité, un premier quelque chose qui est OK, c'est bricolé, c'est pas beau, mais n'empêche que ça fournit une valeur puissante
et tu vas commencer à le vendre, voilà. Et d'ailleurs, nous, Impactus, tu vois, on commence à vendre notre feuille de route IA à 10 € par mois, voilà. Et donc, c'est en faisant ça que tu vas prouver que tu es vraiment un entrepreneur. Tu arrives à vendre quelque chose qui marche. Voilà. Ce que je trouve dommage, en revanche, c'est de s'épuiser sur un produit technique qui finalement ne sort pas, et c'est ce que tu dis là, et puis finalement, bah, je vais vendre du conseil et j'arrête tout. Là, voilà. Donc moi, ma reco, et j'en ai dans le programme, c'est de prendre conscience de la nécessité dès le début et d'arriver à faire un peu les deux. Voilà. Euh, Est-ce que tu as déjà été en difficulté dans tes expériences précédentes? Alors pas forcément à Pactos, mais voilà, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es vraiment retrouvé en difficulté financière ou voilà, d'autres types d'ailleurs? Et le cas échéant, est-ce que tu veux bien en parler? Là, vraiment, c'est plus une logique de partage d'expérience hein, pour ceux qui nous écoutent Mm. et qui pourraient se trouver dans la même situation. Et ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce que tu t'en es aperçu? De cette difficulté. Quand est-ce que tu l'as vue, en fait? Et puis évidemment, qu'est-ce que tu Mm. as mis en œuvre pour, un la traiter et 2 pas qu'elle se représente? Mm. Alors moi, alors je peux pas partager forcément le détail de ces histoires, Non, bien sûr. mais ce qui m'a le plus ou touchée, ou qui a été le plus dur, ont été 2 situations humaines, en fait, liées à des désaccords stratégiques. Mmh. Et avec, tu vois, quand tu es associé et que tu as un désaccord stratégique sur un choix majeur, heu, qui te tombe dessus au moment où tu dois prendre une décision, et que, dans le pool d'associés, il y a un désaccord profond de vision, alors ça, moi je trouve que ça a été sans doute la plus grande difficulté, parce que tout le reste, bon, bah, de toute façon dans la vie d'une boîte, ça marche pas, tu gagnes, tu perds, enfin, tu vois, ça fait partie du jeu, et j'ai la chance aussi d'être dans un environnement personnel où je suis pas en je me sens pas en danger sur ce point-là. Par contre, être amené du jour au lendemain à virer 10 personnes parce que tu as un désaccord stratégique majeur, ça, pour moi, c'est la pire des expériences, en tant qu'entrepreneur, alors que tu as une équipe géniale, tu avais imaginé une suite et puis que ça s'arrête du jour au lendemain à cause de ça. Mais je pense que licencier des personnes, ça doit être, ouais, pour moi, je pense que ça a été la plus dure, humainement en tout cas, la chose, que j'ai détestée, quoi. Très clair, merci beaucoup. Dernière partie, mais on a déjà pris pas mal de temps, donc et je pense que tu as, en fait, tu as déjà répondu, elle porte sur les conseils. Donc, tu as déjà abordé énormément de conseils, bah, pour les gens à qui tu t'adresses, à savoir les dirigeants. Donc on va pas, forcément revenir, en fait, en détail sur les conseils. Peut-être juste, si tu avais 3 points clés, voilà, pour éviter des erreurs que tu as pas abordées jusque-là. Mmh. 2-3, enfin voilà. Mmh. Un point clé déjà serait pas Alors mal. peut-être le sujet qu'on n'a pas abordé, c'est celui de l'ambition et de l'envie, parce qu'on a parlé technique, on a dit qui sort s'en sort, et cette ouverture au réseau, on a parlé déjà de cette ténacité méthodique vers ces KPI, qui sont pour moi les facteurs clés de succès. Mais peut-être, et aussi on a abordé, enfin je ne vais pas en reparler, mais du facteur clé de succès qui est de s'asseoir à côté du client et de co-construire avec le client, qui pour moi est vraiment un facteur clé de succès important. Mais le sujet de l'ambition et de l'envie est est un sujet qui m'intéresse énormément, et je trouve qu'il y a énormément à faire, parce qu'on est tous formatés en fonction de notre éducation, de ce qu'attend la société de nous, de ce qu'attend l'effet de mode de la Startup Nation ou patron de boîte, et cetera. Et finalement, j'en discutais encore hier avec un dirigeant qui est en phase de levée de fonds, qui projette, de faire, 13 millions d'euros. Je lui dis: «Mais est-ce que tu as envie?» En plus, je le connais et je sais que c'est pas du tout son profil. «Est-ce qu'objectivement, tu as envie d'être patron d'une boîte qui fait 13 millions d'euros?» Il me dit: «Bah, tu as raison, non, en fait». Donc quelquefois, on raisonne par automatisme, de ce que font les autres, mais finalement, quelle est ta véritable envie? Entre du bootstrap, frugal, où, tu fais avec 3 bouts de ficelle au début, mais, tu fais rentrer du chiffre, le fait d'être en hypercroissance, d'aller chercher des investisseurs, d'être indépendant, tu citais les indépendants, ou d'être salarié, ou d'être engagé, différemment pour, la conviction que tu as, qui est peut-être pas de monter une boîte, mais peut-être de faire de la politique, d'écrire des bouquins, de faire de la recherche. Est-ce que tu vas être slasher, ou tu as un job de rêve, qui te rapporte rien, mais qui te donne du sens, et en parallèle, il y en a beaucoup, hein, qui ont un job alimentaire. Donc finalement, et c'est un tiers du bouquin, à la fin, c'est quelle est vraiment ton envie?
quels biais te limitent et font que finalement tu ne l'écoutes pas, cette Ouais, c'est ça. envie. Et moi, je crois beaucoup de témoignages, c'est pour ça que j'ai enrichi le livre de beaucoup de témoignages. Et moi, j'ai été victime de ces biais qui font qu'au début, tu vas chercher une ambition, mais qui en fait t'appartient pas, qui est une ambition que tu crois que les autres ont pour toi, d'être bon élève, etc. Et ça, bon, c'est le sujet d'une vie. Et donc là, moi, mon conseil, c'est bien sûr d'en parler avec des entrepreneurs qui ont vécu cette situation, mais c'est aussi le sujet d'une psychothérapie potentiellement peut être vraiment source d'apprentissage sur soi-même et pour recaler l'envie, l'ambition, le modèle économique et le signal d'alerte quand l'envie, elle n'est pas calée, elle n'est pas authentique, c'est pas la bonne ambition, c'est que tu peux avoir des moments où ça coince, des signaux physiques, des peurs normales ou quoi que ce soit. C'est souvent voilà, des maux de ventre, de l'eczéma, des machins. C'est que là, c'est qu'il y a un moment où l'ambition, elle est pas. Il y a trop de peur, quoi. L'entrepreneur ne peut pas être drivé par la peur. C'est pas sain. C'est pas une bonne motivation. Mm. Parfait. Merci beaucoup, encore une fois, hein, d'avoir accepté de parler avec nous. J'ai appris plein de choses. C'était vraiment très intéressant. Voilà. Et puis, je te souhaite surtout une bonne continuation. Merci Sylvain. À bientôt. À bientôt.